Bonjour, on va parler de la technique et anatomie tomodensitométrique et la place actuelle de la tomodensitométrie dans l'exploration du larynx. Après le rappel anatomique, on va passer à l'imagerie et on va commencer tout d'abord par la tomodensitométrie. Les scanners multidirecteurs nouvelle génération ont permis nette amélioration de la qualité de l'imagerie tomodensitométrique dans l'exploration du larynx. En effet, ce dernier est un organe très mobile et en diminuant la durée de l'examen, on a eu une importante réduction des artefacts de mouvement dus à la respiration et à la déglutition. Ces scanners ont permis également des reconstructions coronales et sagittales d'excellente qualité. Enfin, une navigation dans la lumière du larynx, c'est la laryngoscopie virtuelle dont les résultats sont concurrentiels avec la laryngoscopie endoscopique. L'examen doit être réalisé au mieux avant la laryngoscopie directe ou à défaut 10 à 15 jours après les biopsies. La modalité technique, sur le plan technique, un scanner de larynx est réalisé en coupe axiale parallèle aux plis vocaux et ce plan est oblique en bas et en avant, qu'il est sensiblement parallèle à celui du plateau supérieur de C6. On réalise des coupes de 0,2 mm tous les 0,6 mm avec une matrice de 512 x 512, un petit champ de vue. On va réaliser toujours une première spire explorant l'ensemble des voies aérodigestives supérieures allant de nasopharynx à l'orifice supérieur du médiastin et la durée de la séquence est environ 15 secondes. On va demander au patient de respirer doucement et de ne pas déglutir au moment de l'acquisition. Cet examen est réalisé d'emblée après injection de produits de contraste 80 cc de produits de contraste iodé selon un schéma biphasique. On commence par l'injection de 50 cc à un débit de 1 cc par seconde. On fait une pause de 30 secondes, puis on complète les 30 cc restantes à un débit de 2 cc par seconde. L'acquisition à 90 secondes après les débuts de l'injection. Pourquoi ce schéma biphasique? Il permet un excellent rehaussement tissulaire, un rehaussement ganglionnaire et de la tumeur, mais également un rehaussement vasculaire des vaisseaux artériels et veineux. On a une excellente opacification des veines jugulaires antérieures, permettant ainsi un bilan ganglionnaire complet et on peut compléter par une acquisition thoracique. On complète par une deuxième spire en manœuvre dynamique, soit une manœuvre de Valsalva, si l'on retrouve une lésion hypopharyngée, soit une manœuvre de phonation, si on trouve une lésion laryngée. Ces manœuvres sont réalisées après injection de 80 cc de produit de contraste, selon toujours le schéma biphasique. Une troisième spire est systématique réalisée sur le thorax, dans le cadre de bilan d'extension des néoplasies laryngées, à la recherche des ganglions médiastinaux, d'une deuxième lésion concomitante ou d'une métastase pulmonaire. La phonation, l'acquisition ne doit pas dépasser 10 secondes. Je vous rappelle, au cours de la phonation, il existe une ascension du larynx d'environ 1 à 2 cm. Il faut en tenir compte lors de la programmation des coups. Au cours de la phonation, la glotte se ferme avec ouverture des ventricules laryngés. Cette manœuvre va permettre une précision de siège de la lésion supraglottique versus glottique d'une lésion laryngée. La manœuvre de Valsalva, elle va permettre d'ouvrir cette cavité virtuelle qui est l'hypopharynx. Elle va permettre d'ouvrir la glotte avec distension des récessus piriformes et des vestibules laryngés. Il existe un décollement de la région rétrocrico-arytenoïdienne du mur postérieur pharyngé postérieur. Cette manœuvre permet de démasquer des petites lésions des vestibules avec une bonne étude d'une extension d'une tumeur au niveau des parois des récessus piriformes. La morphologie du cartilage est un élément déterminant de niveau de coupe
Ainsi, la première coupe, elle passe par l'os hyoïde, facilement identifiable grâce à sa morphologie en fer à cheval, ouvert en arrière sur la coupe tomodensitométrique. Elle présente une densité en général homogène. Derrière l'os hyoïde, le bord libre de l'épiglotte, sous la forme d'une structure tissulaire discrètement hyperdense située dans un plan coronal. Entre les deux vallicules, séparés par le ligament glosso-épiglottique médian, derrière on a la lumière laryngée, communiquant largement avec la lumière hypopharyngée. Latéralement, le carrefour des trois replis, et ces trois replis ne sont pas individualisables les uns des autres en imagerie parfois. Derrière, on a la paroi pharyngée postérieure, et latéralement, on commence à individualiser en coupe axiale la corne supérieure du cartilage thyroïde. La corrélation avec la coupe anatomique correspondante, les deux vallicules, le ligament glosso-épiglottique médian, le bord libre de l'épiglotte, le carrefour des trois replis. La coupe sous-jacente, elle va passer par la partie supérieure de la loge HTE, qui présente une densité graisseuse négative, très facilement identifiable en imagerie. Sur cette coupe, elle est barrée d'une structure tissulaire sagittale correspondant au ligament hyo-épiglottique. L'épiglotte se poursuit en arrière par les replis arrêt-épiglottiques, appartient à la muqueuse laryngée. La muqueuse latérale, c'est le mur pharyngo-laryngé, c'est la paroi antérieure du récussus piriforme. Ces récussus piriformes sont bien individualisés à ce niveau-là. Ils se présentent comme des structures ovalaires de densité aérienne. Derrière, on a toujours le mur pharyngé postérieur. Et en coupe axiale, les deux cornes supérieures du cartilage thyroïde. Sur la coupe anatomique, on identifie facilement la graisse de l'espace pré-épiglottique ou la loge HTE, de couleur jaune en arrière, l'épiglotte, les relais arrêt-épiglottiques et les deux récussus piriformes. La coupe sous-jacente va passer par l'échancrure thyroïdienne avec les deux lames thyroïdiennes qui présentent ici une densité très hétérogène avec alternance avec des zones discrètement hyperdenses de contours flous comme correspondant au cartilage hyalin à des zones franchement hyperdenses correspondant à de cartilage calcifié. Plus en dedans, on va retrouver toujours la graisse de l'espace pré-épiglottique, l'épiglotte et les deux replis arrêt-épiglottiques. La coupe sous-jacente va passer par le sommet des aryténoïdes. La coupe signe le plan des plis vestibulaires. Le plan des plis vestibulaires facilement identifiable grâce à la densité graisseuse prédominante de ces plis vestibulaires. Ces sommets aryténoïdiens vont apparaître sous la forme de deux structures, soit arrondies, soit en bande transversale. Ils peuvent plus ou moins individualisés selon leur calcification sur la coupe tomodensitométrie. En arrière, les replis arrêt-épiglottiques se rejoignent sur la ligne médiane par une structure tissulaire en pan correspond à la commissure postérieure. Plus en arrière, le sommet d'aryténoïde à la limite de la visibilité, bien individualisé sur la coupe anatomique correspondante. La coupe sous-jacente va passer par la base des aryténoïdes. Cette base a une forme triangulaire avec un sommet antéromédial correspond au processus vocal de processus aryténoïde. Le niveau des plis vocaux ou cordes vocales est facilement identifiable grâce à la densité tissulaire prédominante de ces plis vocaux.
Plus en dehors, on voit cette fine bande hypodense accolée au périchondre interne de thyroïde, correspondant à la graisse paraglottique. En arrière, on a la commissure postérieure, la base des deux aryténoïdes, et vous constatez ici que le processus vocal de l'aryténoïde n'est pas calcifié. C'est un cartilage fibroélastique, par contre, le reste de la base commence à se calcifier. Ici, l'articulation crico-aryténoïdienne. La correspondance avec la coupe anatomique réalisée sensiblement au même niveau. On va retrouver les mêmes éléments, la commissure antérieure, les deux muscles vocaux, la base des deux aryténoïdes, la commissure postérieure, la région rétro-crico-aryténoïdienne. J'ai remis ici la coupe passante par les plis vestibulaires afin de pouvoir comparer la densité graisseuse prédominante des plis vestibulaires, la morphologie des aryténoïdes, la densité prédominante des plis vocaux et la morphologie triangulaire des bases des deux aryténoïdes. La coupe passant par la lame de cricoïde, on est au niveau de l'étage infraglottique. La muqueuse est très fine et elle vient au contact du cartilage cricoïde. La lame de cricoïde est ici ossifiée avec une médullaire centrale et des corticales périphériques. On retrouve la même correspondance sur la coupe anatomique. Avec en arrière, on a la lumière hypopharyngée qui est collabée. La coupe qui passe par l'anneau cricoïdien, c'est le seul anneau complet de l'appareil respiratoire. C'est un anneau ici de type cartilagineux hyalin, non encore calcifié. Il commence ici à se calcifier en périphérie. L'articulation cricothyroïdienne droite et gauche, la lumière hypopharyngée est toujours collabée. La correspondance avec la coupe anatomique. Enfin, la coupe qui passe par le premier anneau trachéal signe la fin de larynx et le début de la trachée cervicale, à peu près au niveau de C6-C7. En arrière, on a la bouche œsophagienne, bien individualisée sur la coupe anatomique, et de part et d'autre de l'appareil laryngé, le lobe thyroïdien droit et gauche. Cette étude en fenêtre parenchymateuse est systématiquement complétée par une étude en fenêtre osseuse afin d'étudier une anomalie des cartilages laryngés. L'os éoïde se présente sous la forme d'une structure osseuse classique avec une médullaire centrale et des corticales en périphérie. Le cartilage thyroïde chez l'adulte, le tiers est en général ossifié. Le point d'union antérieur, la crête antérieure, est en général calcifié. Les deux lames se calcifient tardivement chez l'adulte. La partie intérieure des lames est en général ossifiée. Les sommets des aryténoïdes sont ici non ossifiés. Par contre, la base des aryténoïdes est ossifiée. Le cartilage est ici non ossifié de type hyalin. Par contre, les processus inférieurs ou les cornes inférieures du cartilage thyroïde sont ossifiés avec une médullaire centrale et deux corticales périphériques. Ici, les deux lames de cartilage thyroïde sont nettement ossifiées. Il ne persiste qu'une partie du cartilage de type hyalin, pouvant prêter en confusion avec une lise de cartilage hyalin. Cette coexistence des zones purement cartilagineuses, calcifiées et ossifiées pose un problème quant à l'extension tumorale au niveau des cartilages laryngés. Je rappelle, les signes d'extension tumorale des cartilages laryngés sont de 4 types ou de 4 ordres. Le premier signe, c'est la condensation. C'est un très bon signe de proximité tumorale, mais c'est un mauvais signe d'extension tumorale. En effet, dans la moitié des cas, il s'agit d'un envahissement tumoral. Dans les 50% restantes, il s'agit d'une réaction fibro-hémorragique du cartilage en contact de la tumeur.
Le deuxième signe, c'est l'érosion, c'est la petite lise de péricondre interne de cartilage. C'est un bon signe d'envahissement tumoral, mais il est toujours souvent difficile à le détecter en imagerie. Il faut savoir modifier les fenêtres et utiliser parfois un filtre dur afin de mettre en évidence cette érosion. La lise est souvent évidente au scanner. L'aspect soufflé est rarement visualisé. Enfin, la transfixion signe le passage de cancer laryngé à la filière extralaryngée. Chez les vivants, on va pouvoir retrouver les mêmes structures anatomiques déjà décrites, avec les coupes les plus hautes vont passer par les vallicules, avec le pli glosso-épiglottique médian, le carrefour des trois replis. La coupe sous-jacente va passer par la graisse de l'espace préépiglottique de densité négative, l'épiglotte, les deux replis arrêt-épiglottiques, les deux récessus piriformes, la lumière hypopharyngée, la paroi postérieure de l'hypopharynx, l'axe vasculaire du cou avec la veine jugulaire interne, la carotide primitive, l'axe vasculaire thyroïdien supérieur qui va vasculariser le larynx. Ici, on a une coupe qui passe par le pôle inférieur de la glande, sus-mandibulaire, avec la veine faciale et la veine jugulaire antérieure, le muscle sternocléidomastoïdien de chaque côté. La coupe qui passe par le plan des plis vestibulaires de densité graisseuse prédominante, le plan des plis vocaux de densité tissulaire prédominante avec toujours la lame graisseuse correspondante à la graisse paraglottique, la commissure antérieure, la muqueuse doit arriver en contact de cartilage thyroïde. On ne tolère aucun épaississement à ce niveau. Là, la lumière laryngée doit être arrivée en contact de cartilage. La coupe sous-jacente va passer par l'articulation crico-aryténoïdienne, droite et gauche. La coupe sous-jacente passe par l'étage infraglottique. La lumière laryngée est ovoïde, de grand axe antéro-postérieur. La muqueuse laryngée est très fine, elle vient au contact de péricondre interne de cartilage cricoïde. Cette lame de cartilage cricoïde est ossifiée avec une médulaire centrale et des corticales périphériques. La coupe passant par l'anneau cricoïdien, l'articulation cricothyroïdienne. Enfin, le premier anneau trachéal avec les deux lobes thyroïdiens. La manœuvre de Valsalva va permettre une extension de la lumière hypopharyngée avec décollement des différentes parois du récessus piriforme. La phonation va entraîner une fermeture de la lumière laryngée avec individualisation des deux compartiments. Un antérieur musculaire, c'est le compartiment vocal de la glotte, et un compartiment postérieur cartilagineux, c'est le compartiment respiratoire de la glotte. Un compte rendu de radiologie, un exemple d'une tumeur laryngée développée aux dépens du muscle vocal droit avec un épaississement du pli vocal homolatéral, un envahissement de la graisse parapharyngée. C'est une tumeur qui lèche la commissure antérieure. Elle envahit également le ventricule laryngé droit. Le ventricule laryngé de côté gauche est bien individualisé. Elle descend en bas au niveau de l'étage infraglottique, comme en témoigne cet épaississement de la muqueuse à ce niveau-là. Sur les fenêtres osseuses, il existe une condensation de cartilage aryténoïde. Il s'agit donc d'une tumeur glottique ayant envahi l'étage susglottique, l'étage infraglottique, avec condensation de cartilage laryngé qui n'est pas obligatoirement en rapport avec envahissement tumoral. La technique de reconstruction en MPR, la tomodensité permet également la reconstruction en multiplanar à partir de cette étude axiale. Les reconstructions coronales autorisent une bonne étude du ventricule laryngé et de l'espace paraglottique. Les sagittales de l'espace préépiglottique
et de la commissure antérieure. La laryngoscopie virtuelle est un complément intéressant de l'étude axiale et de la laryngoscopie endoscopique. En effet, c'est un examen totalement anodin, permettant l'exploration en amont et en aval des sténoses avec visualisation multidirectionnelle des lésions laryngiques. Cependant, en n'a aucun cas, elle ne peut être considérée comme une concurrentielle à la laryngoscopie endoscopique. En effet, elle méconnaît les lésions muqueuses superficielles, les lésions infiltrantes et sous-muqueuses. Elle ne permet pas une étude laryngée en mouvement non plus. Elle ne permet pas une biopsie d'une lésion laryngée. Donc les reconstructions coronales les plus antérieures, on va passer par cette fameuse loge HTE, située immédiatement en dessous de la base de la langue et de l'os hyoïde. Les reconstructions un peu plus en arrière vont passer par les deux vallicules, la graisse parapharyngée, la lumière laryngée, avec l'étage susglottique, l'étage glottique et l'étage infraglottique. Cette lumière s'invagine latéralement, formant ainsi les ventricules laryngés droit et gauche. Plus en arrière, on a les recessus piriformes de part et d'autre de la lumière laryngée. Encore en arrière, les recessus piriformes, la terminaison des plis aréépiglottiques qui se fait au niveau des sommets des deux arétinoïdes avec l'articulation cricro-arétinoïdienne de chaque côté. Les reconstructions sagittales les plus intéressantes sont les constructions médianes et immédiatement paramédianes. Les reconstructions médianes vont permettre de mieux mettre en évidence cette épiglotte qui constitue la face postérieure de l'espace pré-épiglottique, de morphologique triangulaire. À sommet inférieur, en dessous, on a la commissure antérieure. En arrière, on a la commissure postérieure. Au-dessus de la lame de cricoïde. Les reconstructions immédiatement paramédianes vont passer par le pli aréépiglottique, le sommet de l'arétinoïde et l'articulation crico-arétinoïdienne. Et enfin, je termine par la laryngoscopie virtuelle qui permet une navigation dans la lumière de larynx dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut. On va permettre d'individualiser l'épiglotte, les deux vallicules et plus en bas la commissure postérieure et la commissure antérieure. Et merci de votre attention.